Bonjour chers amis, bonjour à tous et à toutes. Merci d'être là, merci d'être fidèles. Merci pour les nouveaux abonnés ou les nouvelles abonnés, je ne sais pas. Ceux et celles ou les deux peut-être se sont joints à notre chaîne, merci. Alors au préalable, avant de vous demander bien sûr les questions d'usage, je vous rappelle, je vous donne une information. YouTube m'a supprimé, peut-être pas, mais on va dire amoindri comment dire, les avancées de ma chaîne. Ça veut dire qu'il y a des choses, des opérations que je ne peux plus faire, ou pas faire du tout d'ailleurs. Ça ne m'étonne pas de YouTube. YouTube s'ingère dans les affaires de notre pays des fromages. C'est-à-dire qu'il y a une antenne à Paris de YouTube, comme de Google d'ailleurs, comme de Microsoft. Mais c'est sous loi américaine. Qu'est-ce que vient foutre la loi américaine dans le territoire du pays des fromages? Je vous le donne en mille. Je fais une réponse à YouTube à distance. Ils écouteront la vidéo. Ils la superviseront, ils feront ce qu'ils voudront. En tout cas, chers amis de YouTube, de Google, de Microsoft, vous n'êtes pas libre de faire n'importe quoi sur le territoire du pays des fromages. Nous avons nos propres lois, enfin, qui sont légales ou pas, ça c'est une autre histoire, mais il y a des conventions que vous devez respecter, vous, qui êtes les GAFAM, qui faites partie des GAFAM avec un privilège à qui vous ne laissez aucun partage. Vous les tuez, vous les avez tués d'ailleurs il y a déjà quelques années. Hein. Mais sachez, chers amis de YouTube, cette communauté, je ne sais pas qui est cette communauté, j'aimerais bien avoir une réponse claire. Donnez-moi qui est cette communauté ou ces communautés. Je crois qu'il n'y en a qu'une, hein. Vous ne nommez qu'une communauté d'ailleurs. Alors dites-moi qui est cette communauté et donnez-moi des précisions et pas des réponses vagues et floues. Et puis d'autre part, signez vos documents quand vous envoyez un document sur mes mails, sur mes mails Gmail. Donnez-moi une signature de l'auteur ou l'auteur comme on dit aujourd'hui, qui a voulu m'envoyer, qui m'envoie ces messages de suppression des données avancées. Chers amis de YouTube, vous m'avez bien compris. Répondez-moi clairement et pas avec des réponses vagues et floues. Soyez précis. Moi, je suis précis. Vous avez mon adresse, vous avez mon nom, mon prénom, mes prénoms même, puisque Google vous donne tout, tout est enregistré euh, là-bas chez vous, là-bas dans la Silicon Valley, tout est enregistré, n'est-ce pas? Vous savez qui est qui à travers le monde. Alors, ne jouez pas trop au malin. Vous avez des lois dans chaque pays, vous devez les respecter. C'est pas à vous d'imposer vos vues d'une ou plusieurs communautés. Merci en tout cas de ce petit coup de gueule. Je devais le faire passer. Maintenant, chers amis, abonnez-vous. Abonnez-vous, partagez cette vidéo, mettez-moi un pouce et surtout activez la clochette si vous voulez que la chaîne elle prospère, elle progresse afin d'envoyer un message à YouTube que vous n'êtes pas désintéressé de ma chaîne. Et merci par avance pour ceux qui nous ont rejoints, qui se sont tout nouvellement abonnés. Merci à eux et à elles, et merci pour les plus fidèles, ceux qui sont déjà là depuis quelques temps ou qui sont arrivés en cours. Déjà, merci à vous, merci à tout le monde d'ailleurs. Alors maintenant, nous allons poursuivre un petit peu rapidement, mais là très rapidement, la suite du Premier Empire, donc les 100 jours. On a vu la première partie la veille. Aujourd'hui, nous sommes dimanche, pour vous ce sera lundi, donc bon début de semaine à ceux qui prendront cette vidéo le soir ou le matin avant de partir. En tout cas, bon courage à vous pour commencer cette semaine qui arrive hein, après le 1er novembre. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de Napoléon Ier pour les 100 jours? Moi, je ne sais pas trop quoi vous dire, on en a déjà un peu parlé. Bon, il y a eu un retour qui a fait paniquer le royaume de Louis XVIII, il est parti, hein. Il a pris la fuite, Louis XVIII, hein. Il s'est réfugié, je crois, à l'étranger. Donc, il rentre à Paris le 20 mars 1815. Il abdique pour la deuxième fois le 22 juin, 4 jours après la défaite de Waterloo, bien sûr, et là c'est la fin, en faveur de son fils Napoléon II, que nous allons voir maintenant, si vous le voulez bien. Mais ce dernier n'est jamais proclamé ni reconnu. Bon, bah, comme empereur, quoi. Alors, que dire de cet homme qui a... Alors, on va un petit peu faire un petit parcours, très rapidement. Voilà Napoléon II. Voici son portrait. Voilà.
Ok. Bon, ça y est. Voilà. Alors, Napoléon François-Joseph Charles Bonaparte, né le 20 mars 1811 à Paris, est mort le 22 juillet 1832 à Vienne, donc exilé apparemment, est le fils et l'héritier de Napoléon Ier, empereur des habitants du pays des fromages, et de sa seconde épouse Marie-Louise d'Autriche. Napoléon Ier, Napoléon II, pardon, dit l'Aiglon. Ah, c'est lui qu'on appelle l'Aiglon, voilà, qui était roi de Rome, je crois. Alors, prince impérial, il est titré roi de Rome, voilà, c'est ça, à sa naissance. En 1814, il est évincé par le Sénat à la suite de la prise de Paris par les armées coalisées et de la première abdication de son père en 1815, à la fin des 100 jours. Il est proclamé successeur par son père et les parlementaires lors de la seconde abdication de ce dernier sous le nom de Napoléon II à l'Assemblée, comme la commission censée régner en son nom, s'abstiennent cependant de proclamer officiellement comme empereur l'héritier impérial qui, âgé de 4 ans, se trouve alors en Autriche. Voilà. Le règne de Napoléon II s'achève au bout de 2 semaines. Bon. Lorsque Louis XVIII, soutenu par les armées coalisées, entre dans Paris. Retour de Louis XVIII alors, donc, ils ont évincé Napoléon II, quoi. Bon, en fait, il n'aura jamais régné, quoi. Alors, il porte ensuite le titre de prince de Parme et enfin celui de duc de Rheinstein, en Allemagne, qui lui est donné par son grand-père, l'empereur d'Autriche. Voilà l'empereur d'Autriche, oui. François II, empereur des Romains. Bon, alors l'ex-Napoléon II passe le reste de sa vie en Autriche. Bon, jusqu'à sa mort à l'âge de 21 ans. Il est reconnu par les bonapartistes comme l'héritier du trône impérial. Bon, son surnom de l'Aiglon lui a été attribué à titre posthume et a été popularisé par la pièce de théâtre d'Edmond Rostand. Voilà, Edmond Rostand, un académicien, je crois. Voilà, il est né à Marseille et mort le 2 décembre 1918 à Paris. Il est un écrivain, dramaturge, poète et essayiste franc. Bon, l'Aiglon. Alors l'Aiglon, voilà, ça c'est sa pièce, donc hein, joué, enfin, je ne sais pas par quel personnage, par quel acteur, actrice. Le rôle titre étant créé le 15 mars 1900 par la tragédienne, ah oui, Sarah Bernhardt, oui. Sarah Bernhardt, voilà, une grande comédienne dramaturge de première, très très belle femme, il faut le dire. Voilà, Sarah Bernard, née le 22 octobre, je passe rapidement, hein, 1844 à Paris, est morte le 26 mars 1923 à Paris 17e, est une actrice, peintre et sculptrice française. Elle est considérée comme une des plus importantes actrices françaises du 19e siècle et du début du 19e. Ah bah, qu'est-ce que c'est que ça? Et du 20e. Ah oui, du 20e, pardon, c'est moi qui lis mal. Pardonnez-moi. Alors, on ne va pas, bien sûr, énumérer son parcours de dramaturge. Roi de Rome, prince impérial et héritier de l'Empire français 1811-1814. Bon, voilà. Voilà, Marie-Louise avec son fils Napoléon II par Joseph Franck. Regardez la belle peinture, vous voyez. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de Napoléon? Bon, on va aller très vite, hein. Le surnom de l'Aiglon, je vous l'ai dit, il lui a été attribué, bon voilà. Roi de Rome, prince impérial et héritier de l'Empire, bon ça on l'a vu. Pierre-Paul Prudhon, le roi de Rome, 1811, Paris, musée du Louvre. Voilà l'enfant, Napoléon II, pardon. Très belle peinture, regardez ces plantes et tout, c'est joli, très très beau. Enfin voilà. Le fils de l'empereur Napoléon Ier est aussi par sa mère doublement l'arrière petit cousin premier de la reine Marie-Antoinette et du roi. Ah, je ne savais pas. Louis XVI, Marie-Louise. Attends, le fils de l'empereur Napoléon Ier est aussi par sa mère doublement
que je dise ça, que doublement c'est quoi ça? Un cousin et un parent collatéral issu de l'oncle, de la tante ou de leurs descendants. Tous les descendants d'une fratrie sont cousins entre eux. L'arrière-petit-cousin premier de la reine Marie-Antoinette et du roi Louis XVI. Je ne savais pas. Donc il est quoi déjà le fils de l'empereur de Napoléon est aussi par sa mère doublement. Donc d'accord, par cousinage quoi, en quelque sorte. L'arrière-petit-cousin, voilà. Médaille gravée en 1811 par Jean-Bertrand Ardrieux pour commémorer la naissance du roi de Rome. Revers de cette médaille à l'effigie de l'enfant. Voilà. La maison du roi de Rome a été organisée avant sa naissance, le champ, d'accord. Titre, la constitution du 28 Floréal en 12-18 mai 1804 octroie le titre de prince impérial au fils aîné de l'empereur et celui de prince français, bon, aux autres princes dynastes. Voilà Napoléon II, le petit médaillon, on va pas le mettre en portrait, hein, c'est pas la peine. Voilà, bon écoutez, je ne sais pas trop, je vais pas aller trop loin. Alors demeure, bon, ben, aux Tuileries, hein, le roi de Rome habite au rez-de-chaussée de la façade est, de l'aile sud du palais, des Tuileries donc, une suite d'enfilade de 5 pièces. À Compiègne ensuite, il vit dans l'ancienne aile de la reine Marie-Antoinette apparemment, à l'Élysée. Ah, il réside dans les combles, d'accord, de l'hôtel d'Évreux. Ah oui, d'accord. À Saint-Cloud, le roi de Rome habite au rez-de-chaussée de l'aile gauche. Bon voilà, tout ça c'est des petites éducations. Soucieuse de former dès son plus jeune âge le roi de Rome à la lecture, Madame de Montesquieu, ah, surnommée Mamanquieu, pardon, par l'enfant souhaite débuter ou plutôt l'apprentissage de lecture. Ah oui, il faudrait dire deux mots sur Monsieur de Montesquieu, et ben c'est sûrement sa mère ou sa femme, je ne sais pas. L'aiglon, voilà, regardez. Vous voyez, l'aiglon. Bon, ben voilà. Hein. L'enfant tardif d'un météore. Bon, oui, c'est vrai que rétrospectivement, on peut estimer que Napoléon et son fils vivent très peu de temps ensemble. La dernière fois qu'il le voit est le 24 janvier 1814. Oh, oui, effectivement. Jean Tullard, voilà. Un spécialiste de Napoléon de première, comme je vous l'ai dit. Hein. Donc prenez la référence si vous avez le temps, chers amis. Jean Tullard et Louis peut-être Garros, 1992, Napoléon au jour le jour. Paris, bibliothèque napoléonienne, voilà, Taillandier. Et il l'embrasse ainsi que l'impératrice avant d'engager la campagne de France. Ce sont donc de brèves rapports entre un père accaparé par la guerre et un très jeune enfant au cours de ces 2 années, 10 mois et 4 jours, de la naissance de l'enfant jusqu'à la séparation définitive. Il y a 5 moments où la vie commune est possible. Voilà. Là, il donne les dates. Hein. 20 mars 1811, 22 mai 1811, entre la naissance et le départ en voyage de l'empereur et l'impératrice à Cherbourg. 4 juin 1811, 18 septembre 1811, entre le retour de Cherbourg et le départ en voyage de l'empereur et l'impératrice en Belgique et en Hollande. Alors, 11 novembre. Bon, je vous laisse lire les dates si ça vous intéresse. Hein. Vous avez tout ça sur Wikipédia. Prince disputé par la France et l'Autriche, 1814-1815. Prince de Parme, 1814, voilà. Empereur des habitants du pays des fromages. Voilà, mais très jeune, à 4 ans. Hein. Dès l'âge de 4 ans, il a été mis sur le trône. Enfin, sur le trône de l'Empire. Hein. Pas de la monarchie. À votre santé, chers amis, je suis en train de me désaltérer. Je ne vous dirai pas de quoi parce qu'il faut pas faire la publicité. Voilà. Regardez le beau médaillon de l'enfant qui prend la place de son père.
Napoléon II, donc dit l'Aiglon. Alors, il fait combien ici? Il fait dehors, il fait 9 degrés. Il fait 9 degrés chez nous. Je sais pas chez vous combien il fait. Ça, c'est assez doux ici pour la région, hein. Alors voilà, je vous laisse un peu poursuivre. Entourage du duc de Reichstag. Voilà. Joseph Karl Stieler, archiduchesse Sophie, 1832, Munich, château de Nymphenburg, en Allemagne certainement, je suppose. Voilà encore une belle peinture, enfin, de, de l'Aiglon. Voilà. Je pense que c'est l'Aiglon, hein, je suppose. Enjeu politique du duc de Reichstag. Voilà. Alors ici, c'est la mort de l'Aiglon. Voilà. Hein, je ne vais pas vous montrer la peinture, mais bon, elle est là, hein, vous pouvez la voir. Voilà, duc de Reichstag, gravure, il est représenté sur son lit. Ah non, c'est le duc de Reichstag. Eh ben oui, l'Aiglon, sans doute, hein. Non, non. Bon. Alors voilà. Pierre Chasmac, statue de Napoléon Ier, dominant le tombeau de Napoléon II. Paris, nécropole des... J'ai jamais vu le tombeau de Napoléon II. Pourtant, j'ai vu celui de Napoléon Ier, son père, mais j'ai pas vu le... Ah, tiens. Donc j'ai fait une bêtise de ne pas avoir regardé d'un peu plus près. Alors, sur le cercueil, une plaque de cuivre ornée d'une croix tréflée porte une inscription en latin datée du 22 juillet 1832. Bon, moi je parle pas le latin, je l'ai un petit peu appris, mais j'en connais pas grand-chose, hein, d'ailleurs. Je vous laisse lire les gens, les gars, enfin les amis, je vous laisse lire l'inscription. Napoléon II. Ah oui, c'était lui qu'on appelait le Joseph Karl Franz Herzog von Reichstag. D'accord. Oui, il a été anobli par les Autrichiens. Von, c'est à la fois autrichien et allemand, puisque les Autrichiens parlent langue allemande, hein, je vous rappelle. Détail de la tombe de Napoléon II, Paris, nécropole des Invalides. Voilà. Voilà un petit peu. Oh, la photo est petite. 1811, 1832. Il n'a pas vécu très longtemps, 24 ans, hein, semble-t-il. Voilà, vous voyez. Bon, je pense que je n'ai pas fait. Voilà. Alors, la tombe de. Alors, qu'est-ce qu'il est dit de sa mort? Parce que Napoléon II meurt sans alliance ni postérité. Après l'autopsie, bon, le cœur est placé dans un vase de canope entouré d'un ruban tricolore bleu, blanc, rouge pour être gardé dans la crypte des Augustins. Alors ça c'est où ça, la crypte des Augustins? Église paroissiale de Vienne, Autriche, qui était l'ancienne église paroissiale de Hofburg, et donc de la famille impériale d'Autriche, les Habsbourg. Les chœurs de tous les Habsbourg y sont rangés depuis 1864, pardon. Je lis très mal, je vois très mal, hein. Info historique, bon. Voilà. Les victoires étant, les viscères, pardon, étant enfermés dans une urne en argent scellée dans une boîte métallique destinée à la crypte de la cathédrale Saint-Étienne, puis le duc de Reichstag, revêtu de son uniforme blanc de colonel du régiment d'infanterie Nassau, est présenté au public dans un cercueil habillé de velours rouge sur une table recouverte d'un drap noir dans le salon des lacs. Alors, je ne sais pas où c'est le salon des lacs, hein. Bon. Voilà un petit peu, chers amis, on a fait le tour des 100 jours, hein, de Napoléon Ier, puis de son fils Napoléon II, dit l'Aiglon. J'espère, chers amis, que cette vidéo vous a plu. Elle n'a pas été très longue, hein, d'ailleurs, je crois que voilà. Alors, après, on passera au Royaume de France Restauration, deuxième partie, après le 18, hein, donc ce sera le 18 le retour. Et nous en reparlerons dans la vidéo prochaine, donc demain, hein. Pour vous, ce sera mardi, voilà. Chers amis, merci de m'avoir suivi. Pardonnez-moi du coup de gueule du début de la vidéo parce que j'étais obligé de le faire. Je suis très mécontent de ces services. Il n'y a que, il y a pas de concurrence entre eux, hein. Il y a, oui, bon, il y a une faible concurrence avec
deux autres chaînes de vidéos dont je ne me rappelle pas les noms, mais enfin, bref, mais YouTube, voilà, a le monopole absolu ici dans le pays des fromages et même un peu partout dans le monde, et surtout là-bas au pays de l'Oncle Sam évidemment. Mais voilà, bon, j'avais ce coup de gueule à donner parce que je suis très mécontent de leur service, à vrai dire. Ils ne favorisent pas les pouces quand vous en mettez. J'ai l'impression qu'il y a peu de gens, il y a peu de gens, et je sais que vous êtes nombreux, je le sais, parce que YouTube, les algorithmes sont imparfaits, sont vraiment minables. Ils ont des algorithmes, mais c'est peut-être, je ne sais pas si c'est voulu, j'en sais rien. Mais en tout cas, ils ont des algorithmes qui font vraiment peur, quoi, qui laissent peu de place. D'ailleurs, moi, j'ai pu le remarquer avec une chaîne d'un ami, justement, Germain Jeff Cohen, où ici, chez moi, sur mon ordinateur, il y avait, par exemple, hein, je dis une bêtise, 8 pouces, alors qu'ailleurs, il n'y en avait qu'un. Comprendra qui pourra, hein. Donc ça montre bien que les algorithmes, ils jouent un petit peu avec le feu, ils abusent un petit peu. Parce que les pouces, c'est ce qui fait vivre une chaîne, il faut le savoir, chers amis. C'est pour ça que je vous invite à mettre un pouce. C'est pas par fantaisie, ni par une demande, oh, après tout, je ne suis pas un mort de faim. Mais c'est pour faire vivre la chaîne, pour la faire connaître. C'est tout. Je ne demande pas pour moi-même, en mon nom, Raymond, je ne demande pas que vous mettez des pouces si ça ne vous fait pas plaisir. Hein. C'est pas ça le souci. Hein. Le souci, c'est pour faire connaître la chaîne. Si vous aimez l'histoire, si vous aimez ce que je fais, et pour le développer avec beaucoup plus, on va dire, de précision, en l'étoffant avec une étoffe toujours plus parfaite, hein, j'essaierai de m'améliorer en... Bon, j'attends pas vos réponses ni vos commentaires, puisqu'apparemment ils n'apparaissent pas non plus. Je ne sais pas ce que font les algorithmes, mais j'ai l'impression qu'il y a une diminution pour les créateurs de chaînes YouTube, il y a une diminution de la possibilité de prospérer, de faire connaître une chaîne au-delà de 1000 pouces par exemple, hein, 1000 abonnés, je ne sais pas, pour pouvoir être monétisé. Pour l'instant, ma chaîne n'est pas monétisée. Elle n'est pas monétisable puisque j'ai pas suffisamment de pouces. J'ai presque rien. Je sais bien que vous mettez des pouces, chers amis, mais beaucoup d'entre eux ne sont pas considérés par YouTube. Ils diminuent le nombre de pouces, j'en suis sûr. J'en suis sûr. Alors, est-ce que c'est les algorithmes qui demandent d'être améliorés? Est-ce qu'il y a une volonté derrière pour ne pas faire monter, prospérer certaines chaînes? Le message que j'ai reçu m'a l'air de me conforter dans cette idée qu'ils ne veulent pas que ma chaîne se développe. C'est l'idée que je m'en fais. Maintenant, que YouTube me montre le contraire, qui me montre leur bonne volonté. C'est tout. Allez, chers amis, portez-vous bien, soyez heureux en famille, soyez heureux entre amis, pardon, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien, soyez heureux, au revoir.